Monsieur le ministre d'État, cher François de Rugy, Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition énergétique du Portugal, João Pedro, Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire du Luxembourg, cher Claude, qui va bientôt arriver, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers adhérents, je voudrais avant tout remercier Messieurs les ministres d'avoir accepté de participer à ce 20e colloque du syndicat des énergies renouvelables, qui est l'occasion de montrer à quel point les énergies renouvelables se sont définitivement inscrites dans le paysage énergétique européen et mondial et d'analyser les étapes qui nous restent à franchir. Nous avons, lors de la première journée, hier, souligné avec le concours de personnalités de très haut niveau les perspectives alarmantes du changement climatique et affirmé le rôle essentiel des énergies renouvelables dans la modération de ce changement et dans l'adaptation des populations, notamment les populations rurales des pays en développement, aux conséquences néfastes de ce changement climatique. Nous allons aborder aujourd'hui, dans la journée, la construction de la politique énergétique française avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE, qui va préciser l'évolution de notre mix énergétique sur les 10 prochaines années et déterminer ou prédéterminer ces mêmes évolutions pour les décennies suivantes. Mais avant de se plonger dans le contexte franco-français, prenons un peu de recul et regardons ce qui se passe ailleurs en Europe, car la transition énergétique se réussira à cette échelle. Certains pays doivent nous servir de source d'inspiration et c'est dans cet esprit que nous avons remis hier le trophée des énergies renouvelables au Portugal, le pays qui a réussi en l'espace de quelques années à modifier son mix énergétique de manière impressionnante. Je félicite une fois encore le ministre Matos Fernandes pour la progression continue du Portugal malgré un contexte économique difficile. L'Europe, c'est également l'échelon qui a réellement servi d'aiguillon pour que la transition énergétique se mette en marche. Je vous rappelle quelques épisodes qui nous concernent directement. La directive sur l'électricité renouvelable de 2001 qui prévoyait des objectifs qui ont été au niveau européen largement atteints pour 2010. Il y a eu ensuite le paquet énergie 3x20 de 2007 et la directive sur les énergies renouvelables qui a suivi en 2009. Et cette directive qui vient d'être révisée en fixant un nouveau cadre ambitieux, 32%, à l'horizon 2030 au niveau européen. L'Union européenne a également eu un rôle central dans les négociations sur le climat, notamment lors de la fameuse COP21, donc lors des accords de Paris. Comme je l'ai dit hier, nous attendons d'elle, de l'Union européenne, qu'elle reprenne son action d'entraînement mondial dans la lutte contre le changement climatique. J'en profite, même s'il n'est pas encore arrivé, pour rendre hommage à Claude Turmes, dont nous savons à quel point il a œuvré pour cette Europe de l'énergie et du climat, pour qu'elle voie le jour et se fortifie lors de sa longue carrière de député au Parlement européen. Monsieur le ministre, la France a joué un rôle important dans la construction du cadre européen de lutte contre le changement climatique. Nous devons maintenant faire la démonstration que notre pays saura le mettre en œuvre avec ambition sur son propre territoire. À cet égard, la PPE est un acte fondamental, car elle apporte de la visibilité et permet, en inscrivant des objectifs chiffrés sur le court et moyen terme, couplés à des engagements concrets de la part de l'État, de bâtir de vraies filières industrielles. C'est sur cette capacité à apporter des signaux forts que le syndicat a analysé le projet publié par le gouvernement, par vous-même, il y a quelques jours. Monsieur le ministre, je vous livre sans embâche notre jugement global.
Ce projet est une stratégie française climat-énergie. C'est une bonne base de travail qui reconnaît la compétitivité des énergies renouvelables, mais qui peut être encore améliorée, notamment au vu des ambitions industrielles. Je commencerai par les aspects positifs et je viendrai ensuite sur les potentiels d'amélioration. Le premier constat, je l'ai déjà dit largement hier, c'est la reconnaissance de l'importance de la consommation d'énergie sous forme de chaleur, qui représente aujourd'hui 50% de notre consommation d'énergie finale et qui représente aussi la part la plus élevée de nos émissions de CO2. Concernant les énergies renouvelables, il s'agit en premier lieu de développer le chauffage au bois dans le secteur de l'habitat individuel. Et dans le contexte du grand débat, je tiens à rappeler que les énergies renouvelables, et le bois en particulier, apportent déjà à plus de 9 millions de ménages une source de chaleur extrêmement compétitive qui leur permet de réduire drastiquement leur facture énergétique. 9 millions de ménages, c'est 7 millions pour le chauffage au bois, 2 millions pour les pompes à chaleur. Mais il faut aller encore beaucoup plus loin, comme le propose votre document stratégique. L'enjeu est que les différents dispositifs d'aide, qui sont multiples, qu'ils soient mieux connus et mieux compris du grand public. Notre filière sera à cet égard très attentive à la réforme du crédit d'impôt pour la transition énergétique qui sera conduite cette année, afin notamment de s'assurer qu'elle viendra en appui de l'objectif de la PPE, qui prévoit que 9,5 millions de logements soient chauffés au bois avec un appareil efficace du type flamme verte d'ici 2023. Cette réforme devra également permettre d'apporter un appui complémentaire à la filière des pompes à chaleur géothermiques, qui, parce qu'elles sont extrêmement efficaces, mais nécessitent un investissement plus élevé, ont besoin d'un traitement différencié par rapport aux pompes à chaleur aérothermiques. Dans les secteurs de l'habitat collectif, des réseaux de chaleur, du tertiaire et de l'industrie, les efforts menés par votre ministère pour augmenter les moyens financiers du Fonds Chaleur doivent être salués. Ils ont abouti à une notable augmentation de ce budget du Fonds Chaleur. Pas tout à fait ce que nous demandions, mais c'est quand même un progrès tout à fait notable. Néanmoins, les projets de géothermie, de solaire thermique, de chaufferie biomasse font maintenant face à un nouvel enjeu. Alors que les retours de terrain montraient que les industriels ou les collectivités commençaient à intégrer l'impact présent et futur de la contribution climat-énergie dans leurs décisions d'investissement, le gel momentané, nous l'espérons, de la trajectoire de cette taxe carbone et les interrogations plus fondamentales que le grand débat fait peser sur son avenir risquent de freiner, voire de bloquer les projets. Pour le syndicat, il est donc fondamental que le grand débat serve avant tout à mieux expliquer pourquoi cette taxe est importante et surtout à quoi elle sert. Nous demandons que très rapidement, une visibilité soit à nouveau apportée sur son évolution après 2019 et nous soutenons les propositions visant à affecter une partie des recettes aux collectivités qui doivent mettre en œuvre la transition énergétique et aux ménages et en particulier ceux qui sont le plus impactés par le chauffage à partir d'énergies fossiles. Votre projet laisse d'ailleurs la porte ouverte à ces propositions. Concernant les énergies renouvelables électriques, le soutien public qui a été apporté ces dernières années a porté ses fruits. La France dispose aujourd'hui de filières de production très compétitives et nous sommes satisfaits de constater que la PPE en prend acte avec des objectifs pour le photovoltaïque et l'éolien terrestre qui sont à la hauteur des enjeux. Je salue les mesures de simplification mises en œuvre au cours de l'année 2018 pour l'éolien terrestre, mais je continue à m'inquiéter de l'absence d'autorité environnementale qui retarde ou fragilise juridiquement les projets en cours de développement. Je sais que vous partagez cette inquiétude. Sur le photovoltaïque,
nous attendons que les mesures annoncées dans le groupe de travail ministériel, comme par exemple l'obligation d'équiper les nouveaux bâtiments commerciaux de solaire ou la facilitation de l'autoconsommation notamment, que ces mesures soient mises en œuvre. Nous verrons ce matin que la visibilité du marché national sur cette filière photovoltaïque fait émerger de nouvelles ambitions industrielles. Concernant l'hydroélectricité, qui est le socle sur lequel peut s'appuyer le mix électrique plus variable, le syndicat est satisfait des objectifs et des dispositions permettant de mieux valoriser la flexibilité du parc. Nous soutenons en particulier la programmation d'appels d'offres pour la petite hydroélectricité jusqu'en 2024. Cependant, aucune visibilité n'est donnée sur les modalités de renouvellement des concessions, laissant donc la profession dans le flou sur ce sujet. Dans le secteur des transports, la France a montré qu'elle était capable d'être au rendez-vous des objectifs de la loi de transition et de la directive européenne. Nous sommes en effet sur la bonne trajectoire pour atteindre nos objectifs 2020, en majeure partie grâce à la contribution des biocarburants dits de première génération, en se reposant sur les atouts de notre agriculture et de nos territoires. J'en viens maintenant aux filières pour lesquelles le projet de PPE peut être largement amélioré. Le CER fera, dans les prochaines semaines qui viennent, des propositions sur ces sujets qui ont un point commun, la politique industrielle, qui est le maillon faible de la stratégie française. Vous vous en doutez, Monsieur le Ministre, je commencerai par l'éolien en mer, que vous connaissez bien. Ne nous arrêtons pas au milieu du gué, au moment précis où la filière démontre sa pertinence économique. Là aussi, l'engagement financier de l'État sur les premiers parcs a permis de faire émerger sur le sol français un vrai tissu industriel avec 15 000 emplois liés aux 6 premiers parcs. Par ailleurs, un important travail a été mené avec les différents services de l'État pour doter la France d'un cadre réglementaire moderne pour les énergies marines renouvelables, tandis que les travaux de planification maritime pour identifier les futurs sites touchent à leur fin. La PPE doit être l'occasion de récolter les fruits de ces efforts en faisant preuve d'ambition sur les volumes, afin de pérenniser tout ce qui a été construit et de profiter d'une filière industrielle et énergétique à même de contribuer à l'objectif de diversification du mix électrique pour que, notamment, l'objectif de 50% de nucléaire à l'horizon 2035 se réalise sans augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre. Les résultats très prochains de l'appel d'offres de Dunkerque permettront de faire la démonstration de la compétitivité de l'éolien posé en France. Je rappelle que les coûts de production de cette technologie avoisinent aujourd'hui, pour les nouveaux projets, les 60 € par mégawattheure, coût comparable à celle des filières éolien terrestre et photovoltaïque. Quant à l'éolien flottant, dont les coûts de production rejoindront bientôt ceux de l'éolien en mer posé, n'attendons pas pour les développer que nos concurrents étrangers soient en mesure de nous imposer leur technologie. Nous avons des entreprises de toute taille qui ont développé des technologies qui pourront trouver des débouchés en France comme à l'exportation. Cette compétitivité et les enjeux industriels de cette filière doivent permettre de prévoir dans la PPE des volumes plus ambitieux avec un minimum de 1000 MW par an engagés en appel d'offres. Dans le domaine du gaz renouvelable, qui constituait une des grandes avancées de la loi de transition énergétique, la PPE marque un recul net de l'ambition en revoyant à la baisse les objectifs de la loi. Les multiples externalités positives du biométhane ne semblent pas avoir été prises en compte. Je cite notamment donc le soutien au monde agricole, le traitement de déchets organiques, le développement d'une filière industrielle ou encore l'aménagement du territoire. Ce manque d'ambition est très surprenant au moment où, comme le montre le panorama du gaz renouvelable que nous publions aujourd'hui, la filière connaît une très forte dynamique.
Il est important que les objectifs de baisse de coûts et les modalités d'accompagnement de la filière permettent de reconnaître pleinement les atouts multisectoriels de la méthanisation. Le CER, encore une fois, avec les autres acteurs de la filière, formulera dans les prochaines semaines une proposition alternative afin de ne pas briser cette dynamique. D'autres filières sont privées de perspectives au risque de les voir disparaître. Je pense d'abord à l'hydrolien, qui est à un degré de maturité certes moins avancé que d'autres filières, mais avec des acteurs français bien positionnés. Il faut leur donner l'opportunité de faire la preuve de la viabilité technologique et économique de cette technologie, notamment à travers une phase de démonstration pré-commerciale. Le syndicat souhaite que la PPE puisse évoluer dans les prochains mois en prévoyant un soutien à l'innovation technologique et à la réalisation de fermes pilotes, à l'instar de ce que prévoit la PPE pour d'autres filières non renouvelables d'un niveau de maturité comparable. Il est important que l'État donne le signal que l'hydrolien pourra jouer son rôle dans notre mix électrique à moyen terme. Autre préoccupation, le projet de PPE fait le choix de ne plus soutenir la production électrique en cogénération bois-énergie. C'est pourtant aujourd'hui un élément important pour l'ensemble de la filière de l'industrie du bois, car la cogénération fonctionne toute l'année et a un effet de structuration important sur l'amont de la filière industrielle. Nous formulerons là aussi, dans les prochaines semaines, une proposition de structuration sur la base de la prise en compte à la fois de l'électricité et de la chaleur produite, avec une programmation de nouveaux appels d'offres. Enfin, la géothermie électrique, qui s'accompagne elle aussi d'une importante production de chaleur renouvelable, a encore un potentiel de développement industriel et de réduction des coûts. Sans objectif dans la PPE et sans soutien à la production, les projets développés depuis 3 ou 4 ans avec le concours financier de l'État, ces projets seront compromis. Cette analyse rapide du projet de PPE nous rappelle aussi que les énergies renouvelables sont des énergies de territoire et qu'il est fondamental que les collectivités et les citoyens se les approprient. Nous aurons cet après-midi le plaisir d'écouter une intervention de la secrétaire d'État Emmanuelle Vargon. Elle le fera sous forme d'une vidéo parce qu'elle a dû accompagner aujourd'hui le président de la République en Bourgogne. Mais nous accueillerons également plusieurs élus et acteurs de terrain afin d'aborder ces questions essentielles. Et lorsqu'on parle de territoire, n'oublions pas les Outre-mer, pour lesquels la loi de transition énergétique a fixé un objectif d'autonomie énergétique d'ici 2030. Comme le montrent de récents travaux, y compris ceux du syndicat, cet objectif est atteignable et nous devons donc nous assurer que les prochaines PPE qui sont spécifiques à ces régions prendront la mesure de ces changements qu'il convient d'impulser. Nous conclurons ces 2 journées avec une séquence intitulée « Et demain ?» afin d'explorer, dans un secteur qui évolue très vite, les questions qui se poseront dans les années à venir. Disponibilité des matériaux stratégiques, stockage de l'énergie, vecteur hydrogène, mobilisation de financements privés et de l'épargne citoyenne. La ville de demain, cette seconde journée s'annonce donc extrêmement passionnante, probablement autant que la journée d'hier. Et je voudrais conclure en vous rappelant que malgré les perspectives sombres du dérèglement climatique, le développement des énergies renouvelables nous permet de regarder l'avenir avec confiance. Je vous remercie de votre attention.